Merci, vous êtes nombreux, attentifs, c'est bien. Je vais commencer par vous lire un petit bout de texte et puis on fera les présentations après. Il faut, en attendant, que je vous dise un mot sur une maladie en Ukraine que je croirais fabuleuse si des gens d'honneur ne l'attestaient de leur témoignage et si la chose n'était tenue pour si certaine dans le pays qu'on y passerait pour ridicule d'en vouloir douter. On l'appelle en langue ruthénienne upior et en polonais friga. Upior ou upior. Voici ce que c'est lorsqu'une personne qui apporta des dents en naissant meurt. Elle mange dans son cercueil d'abord les habits, pièce à pièce, ensuite ses mains et ses bras, et durant ce temps, ceux de sa famille et de sa maison meurent l'un après l'autre. L'un n'est pas mort que l'autre est déjà malade pour mourir, et cela dure jusqu'à ce qu'il en soit mort 3 fois 9. C'est de là que vient le nom de friga ou upior, ce qui est la même chose. Ah oui. Mais lorsqu'on s'aperçoit que c'est de cette maladie que l'on meurt, on va déterrer le premier mort qu'on trouve, et qui, comme je l'ai dit, mange ses vêtements ou ses bras, on lui coupe la tête, alors le sang tout clair en sort, comme il ferait d'une personne vivante, et après cela, la mortalité cesse aussitôt dans sa famille, et le nombre de 3 fois 9 ne meurt plus comme cela serait arrivé autrement. On dit que cela arrive aussi quelquefois parmi les chevaux. Je vous avoue que j'ai peine à ne pas croire que c'est une pure superstition. Alors c'est un texte qui date de 1659, qui est une lettre de Pierre de Noyer, secrétaire de la reine de Pologne. On ne sait pas à qui elle est adressée. Je vous l'ai lu parce que, mis à part les contes et légendes c'est l'autre. De deux gens, je vais m'y paumer. Jean Marigny pourra nous parler tout à l'heure. C'est un des premiers témoignages écrits de ce que l'on considérait à l'époque comme une maladie venant des pays de l'Est, qui a donné ensuite les premières légendes sur les vampires. On fait un petit tour de table. On commence au fond. Jean Vigne. Madame, non. Oui, je suis désolé. Non, je recommence. Non, mais alors, Nati. Ah, voilà. Bonjour. Donc, je m'appelle Nati, je suis auteure de romans fantastiques. Et donc, ma spécialité, c'est le vampire. Moi, je ne suis pas partie, on va dire, sur le côté traditionnel du vampire. Je me suis complètement réapproprié le mythe à ma sauce. Et puis, tout en connaissant bien un peu ce qui avait pu se passer par les siècles précédents, donc au niveau aussi bien des légendes que des précédents romans du 19e siècle, entre autres. Voilà, donc j'ai préféré partir sur quelque chose de différent. J'en suis à, je crois, j'ai plus exactement le nombre en tête, mais voilà, donc ça s'adresse à un public adulte, très adulte même, puisque voilà, c'est plutôt assez violent en général. On a affaire des vampires, donc chez moi, ils ne brillent pas au soleil. Mais ils sortent le jour. Donc ça peut être votre voisin, on ne sait jamais. Voilà. Donc je vais laisser la parole à monsieur Jean Marigny qui va se présenter à son tour. Merci. Donc, moi, c'est Jean Marigny. J'ai écrit quelques ouvrages sur les vampires et j'ai fait ma thèse de doctorat sur le vampire dans la littérature anglo-saxonne. Et cette thèse, qui fait 990 pages, quelque chose comme ça, aurait pu tomber totalement dans l'oubli, d'ailleurs elle est tombée totalement dans l'oubli, si la maison Gallimard ne l'avait pas remarqué et m'avait demandé d'écrire un ouvrage sur la question. Et évidemment, quand une maison d'édition comme Gallimard vous fait une telle proposition, on ne refuse pas. Et donc, ça m'a valu une certaine notoriété qui dure, d'ailleurs, si je suis aujourd'hui parmi vous, ça veut dire que ça dure encore un petit peu, quoi. Bien que j'ai un petit peu abandonné, enfin, j'ai pas abandonné, on ne les abandonne jamais, les vampires, mais j'ai un peu laissé de côté les vampires parce que, au bout d'un certain nombre d'années, trop c'est trop.
Mais j'aime toujours les vampires, hein, mais je suis quand même un peu moins enthousiaste maintenant. Voilà. Donc, moi, c'est Jean Vigne. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialisé vampire, même si j'ai écrit 10 bouquins dessus. J'ai failli dire mince, qu'est-ce qu'il fait là? Non, en fait, au départ, moi, je ne voulais pas du tout écrire sur les vampires, parce que justement, comment dire, moi, ma lecture de prédilection, c'est plutôt beaucoup dans l'imaginaire, la fantasy. J'ai beaucoup lu dans la science-fiction, etc. J'ai très peu lu des vampires, justement, des romans de vampires. Bon, en filmographie, j'en connais un peu plus, mais voilà. Et je suis tombé dedans quand même en 2007, donc ça fait un petit moment, hein, avec justement Désolation dans les vampires, suite à un visionnage de film qui s'appelle Twilight, dont on parlera tout à l'heure. Twilight. Et donc voilà, après avoir vu ce film, j'ai dit tiens, je vais écrire quelque chose sur les vampires parce que ce film n'est pas tout à fait connu. Voilà, donc j'ai commencé à écrire là-dessus une trilogie, puis après une autre trilogie, enfin, etc. Avant de démarrer la discussion, j'aurais une question à chacun de nos invités. C'est comment ça a commencé? Alors il y en a qui nous... Ça paraît d'un truc bizarre là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux vampires? Ça remonte, je sais pas, un souvenir, un film, une lecture? Eh bien, personnellement, les vampires, je les ai détestés pendant des années parce que quand j'étais gamine, j'avais été traumatisée par une image du film Dracula, je devais avoir 7-8 ans, et ça m'avait vraiment filé les chocottes. Dès que je voyais donc un film de vampire, je partais dans l'autre sens. Et puis, à l'âge adulte, je suis tombée sur Anne Rice. J'aurais jamais lu. Voilà. Donc j'avais quand même lu Stoker avant, mais parce que... je vais faire hurler. J'avais lu toute la bibliothèque de ma sœur et il restait ce livre-là. Et comme je ne savais pas quoi lire d'autre et que j'avais plus lu avant, mais j'ai lu Stoker. Ça n'a pas été le coup de foudre. C'est Anne Rice vraiment qui m'a permis d'apprécier les vampires. Et puis j'ai commencé à faire un peu comme beaucoup de gens, à regarder un peu ce qui se passait à la télévision. C'était à l'époque de Buffy, donc ça commence à dater pas mal. Mais là, je suis partie plutôt d'un a priori en me disant, voyons voir, si les vampires avaient existé, ben, qu'est-ce qu'ils seraient? Pourquoi est-ce qu'ils se cacheraient, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur le mythe, à lire certaines thèses. Désolée, c'était pas le vôtre. Mais c'était, je crois, une de celles de vos élèves. Oui, parce que j'ai essayé. Voilà. Et puis, donc j'ai fait 10 ans de travail avant de me lancer sur l'écriture de Darkside, qui était en fait la première, vraiment le premier roman que j'ai écrit. Avant, j'écrivais des nouvelles dans mon petit coin que je faisais lire à personne d'ailleurs. C'était des nouvelles de vampires hein, aussi d'ailleurs. Et l'histoire est partie comme ça, sur un forum où il y avait des fans de Beat et j'ai commencé à écrire pour amuser la galerie. Et de fil en aiguille, elle a fini par me dire mais pourquoi tu édites pas? Et moi, c'était pas mon truc, j'écrivais vraiment pour m'amuser. Et en fait, il s'est trouvé que parmi mes contacts, quelqu'un montait sa maison d'édition et il m'a demandé ce que je faisais de mes manuscrits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être éditée. Voilà la petite histoire de mon arrivée dans le milieu d'édition. J'avais déjà un pied dedans, mais en tant que graphiste, donc c'est pas le sujet. Jean, une histoire de vampire? Les Merci. premières fois, les premiers contacts? Alors moi, c'est en fait, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est un pur hasard qui m'a mis en contact avec les vampires. Parce que quand je venais de passer le concours d'agrégation, j'aspirais évidemment à l'enseignement supérieur et je suis allé trouver un enseignant en lui disant voilà, qu'est-ce que je peux faire? Alors moi j'étais plutôt orienté vers une thèse de nature sociologique ou politique, parce qu'à l'époque j'étais militant politique. Et ce monsieur m'a dit bon, moi ma spécialité c'est l'imaginaire, donc ça cadrerait pas du tout avec moi. Ah mais je dis mais ça m'intéresse aussi parce que
j'aimais beaucoup le fantastique. Depuis l'enfance, je lisais énormément de fantastique. Je me dis, ben, c'est formidable ça. Est-ce que vous avez un sujet, est-ce que vous auriez un sujet à me proposer? Ah, c'était la question. La question à 1000 francs, parce qu'à l'époque, c'était pas les euros. C'était la question à 1000 francs, donc je ne savais pas vraiment quoi lui répondre, quoi. Je dis, bon, ben, je pourrais peut-être faire une thèse sur un auteur. Il dit, ça c'est barbant, ça a été fait. Proposez-moi plutôt un thème. Un thème. Je lui dis, les vampires. Oh, mais c'est formidable. Oh, mais c'est bien ça. Les vampires, et vous pensez faire une thèse à partir de là? Ben, je dis, en fait, je ne sais fichtrement rien. Parce qu'à l'époque, j'avais lu en tout et pour tout Dracula, Carmilla, et puis 2 ou 3 nouvelles. Donc, je ne voyais vraiment pas si. Alors il me dit, écoutez, essayez de faire des recherches bibliographiques et puis revenez me voir dans un an. Et puis alors là, je suis entré en religion, quoi, et ça m'a plus quitté. Donc moi, comme j'ai dit, c'est un peu particulier. Donc moi, j'écrivais depuis pas mal de temps sur d'autres thèmes. Hein, et donc effectivement, je suis né dans le serial de Buffy, en particulier, pas que Buffy, mais voilà. Et donc quand j'ai effectivement découvert Twilight, enfin Stephanie Meyer, j'ai quand même, enfin je ne suis pas aussi négatif que ça sur Stephanie Meyer, je suis désolé pour certains qui vont hurler, puisqu'elle a amené quelque part un renouveau dans le genre, même si on ne peut pas apprécier le renouveau. Voilà. Mais en tout cas, moi, elle m'a donné l'idée, elle m'a dit, eh, tiens, si je cassais un peu les codes du vampire aussi. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les légendes qu'on avait sur le vampire, j'ai décidé dans Désolation de faire autre chose du vampire. Donc ces bases ne sont pas tout à fait les mêmes que l'historique que vous prenez. Et donc je suis parti là-dessus. Voilà. Sur ce thème, j'ai voulu introduire aussi dans un univers un peu différent post-apo. J'ai voulu changer un petit peu les codes. Et c'est grâce à Stephanie Meyer que je me suis décidé à écrire sur le vampire. Je sais, c'est particulier, mais... Je sais pas si je vais le faire quand même, puisque normalement je devrais pas, mais tant pis. Je vais vous raconter mon histoire. Je devais avoir 11 ou 12 ans en Angleterre en séjour linguistique. Et on était dans le nord de l'Angleterre, du côté de Scarborough, Middlesbrough, enfin, en haut à gauche sur la côte, dans le Yorkshire. Et puis on allait souvent dans un petit village côtier avec la famille qui m'accueillait, et puis on grimpait sur le... Enfin, il y avait à la fois le village qui était resté très très typique, avec une très encaissée, donc un petit port, et puis on grimpait sur la falaise qui était au-dessus, et mon correspondant donc m'expliquait « This is Dracula's chair », la chaise de Dracula. Okay. Je connaissais Dracula de nom, mais c'est tout. Donc vous imaginez une falaise, une abbaye en ruine, comme on en voit en Angleterre, donc un champ, des ruines d'une abbaye, autour de l'abbaye un cimetière dans l'herbe, et puis devant la falaise, une rangée de bancs qui permettait de regarder la mer. C'était vraiment, vraiment magnifique. Donc avec une lumière un peu rasante, un soleil rasant, c'était super. J'adorais venir dans ce petit village. Et puis quelques années plus tard, enfin 2 ans plus tard exactement, j'ai lu Dracula et je me suis rendu compte qu'en fait ce petit village, c'est Whitby, le village où aboutit Dracula quand il vient de son pays. Et Dracula's Chair, c'était donc l'endroit où Dracula mord Lucie et la transforme ensuite en vampire, en haut des marches de l'île. Voilà. On est là pour parler de vampires en littérature. Peut-être qu'on peut revenir, enfin l'idée c'est de passer aux origines du mythe. Jean Marigny, les origines, c'est quoi? Ça remonte très très loin si on suit le petit découverte Gallimard là, sur le réveil des vampires. Ça remonte carrément, c'est de la mythologie, quoi. C'est Lilith, c'est... Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, on peut dire, pour simplifier, que depuis que l'homme est l'homme, c'est-à-dire depuis que l'espèce Homo sapiens s'exprime, on croit à des créatures qui sucent le sang la nuit des mortels. On ne les appelle pas évidemment des vampires, hein. Le mot n'est venu que beaucoup plus tard. En revanche, donc, on peut dire que depuis la préhistoire, et dans toutes les civilisations, il n'y a pas d'exception,
on trouve ces croyances relatives à des êtres sanguinaires, à des êtres qui suivent le sang. Ça existe chez les Esquimaux, ça existe chez les Boshimènes, ça existe dans toutes les civilisations, il n'y a pas d'exception. Ce qui est assez extraordinaire, et on trouve d'ailleurs, quand on compare les différentes croyances, on trouve des points de ressemblance absolument extraordinaires. Par exemple, dans les civilisations précolombiennes en Amérique du Sud, on trouve des vampires qui ont peur de l'ail et qui ne peuvent pas traverser un cours d'eau. C'est quand même extraordinaire, alors que ça n'a aucun rapport avec la croyance européenne aux vampires. Quant aux vampires que nous connaissons, grâce au cinéma, grâce à la littérature, lui, il est venu beaucoup plus tard. Il est venu au XIe siècle, c'est au XIe siècle qu'on trouve dans des archives une histoire de chevalier qui était sorti de sa tombe, qui venait molester, disait-on, les siens, les membres de sa famille, et il a fallu donc lui transpercer le cœur pour mettre fin à ses activités. Et alors, comme on n'avait pas de terme, on employait le latin, c'était dans des chroniques en latin, donc on employait le terme sanguisugus ou cadaver sanguisugus, qui veut dire un cadavre sanguinaire. On n'a pas trouvé d'autres termes. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que au XIIe et XIIIe siècle, on a eu énormément d'histoires de vampires qui ont véhiculé surtout dans les îles britanniques. Pourquoi ? Ça, c'est une chose sur laquelle je ne me prononcerai pas. Et à partir du XIVe siècle, brusquement, le vampire disparaît d'Europe occidentale. C'est-à-dire que dans notre florilège d'histoire traditionnelle, on ne trouve pas de vampires. On trouve des loups-garous, on trouve des ogres, on trouve tout ce que vous voulez, sauf des vampires. C'est-à-dire que la croyance au vampire s'est arrêtée là. Et puis, à partir du XIVe siècle, ça se dirige vers les pays de l'Est de l'Europe, du centre de l'Europe et de l'Est de l'Europe. Donc dans les pays germaniques, puis dans les pays slaves, en Grèce, et dans les Balkans, et c'est là que se cristallise cette histoire. En revanche, le mot vampire n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, parce que chaque pays avait sa propre terminologie, et il a fallu, à propos d'une affaire qui s'est déroulée en Serbie, dans un village qui s'appelait Medjeveja, un certain Peter Plogojevic, c'est dur à dire, a été accusé d'être vampire, et ça a intrigué évidemment le monde entier, puisque l'empereur a envoyé des médecins, des hommes de loi pour enquêter sur l'affaire, et on a commencé à parler du vampire, et c'est là que le vampire est devenu populaire. En revanche, il n'est entré dans la littérature qu'au siècle suivant, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. Si on remonte un petit peu donc l'idée c'est de revenir à nos moutons, c'est-à-dire les vampires en littérature. Les premiers textes, alors sans parler je ne parle pas de romans ni de nouvelles encore, simplement les premiers textes, comme celui que je vous ai lu en ouverture de cette table ronde, je pense ont été, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est Augustin Calmet qui a commencé à faire un espèce de condensé d'un peu tous les témoignages qu'on a pu recueillir sur le thème à l'époque. Donc le livre s'appelle « Dissertation sur les revenants en corps, les excommuniés, les houpires ou vampires bricolaques », etc. Ça date de 1751. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ouvrage, l'origine, c'est-à-dire qui l'a commandité, et puis un peu son accueil à l'époque? Oui, alors en fait, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un ouvrage de fiction, hein, c'est un recueil d'histoires vraies. Je mets quand même le mot vrai entre guillemets parce que moi je suis rationaliste, mais c'est un ensemble de recueils, et c'est
c'est la Sorbonne qui avait demandé à don Augustin Calmet d'écrire un traité sur tous ces phénomènes que la science ne parvenait pas à expliquer et que l'Église ne pouvait pas expliquer non plus. Et ce texte, qui est fondamental pour la vampirologie, a d'ailleurs eu le fait de mettre en colère Voltaire, qui disait comment au siècle des Lumières, on croit encore aux vampires. Et il ajoutait d'ailleurs, avec beaucoup de malice, comme faisait toujours Voltaire, les véritables vampires sont les moines qui vivent aux dépens du peuple. Ça, je laisse la responsabilité à Voltaire. Donc, ces écrits, d'ailleurs, c'est pas l'essai de Don Calmet a été suivi par des tas d'essais en latin, même un essai en italien, qui parlait des vampires, et Louis XV en personne a envoyé sur place en Serbie des émissaires pour enquêter sur ces affaires, parce qu'il trouvait ça extraordinaire. Et c'est devenu un sujet de conversation dans les universités, dans les salons littéraires. On ne parlait plus que de vampires. Et l'Occident redécouvrait, en fait, ces vampires qui avaient disparu complètement de leur mémoire au XIIIe siècle. Et donc, ces vampires sont brusquement devenus une sorte de mode. On ne parlait que de ça. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est précisément à l'époque des Lumières, à l'époque de la raison triomphante, que le vampire s'impose dans le monde occidental. Il y a une espèce de contradiction dans ce phénomène. On va se rapprocher tout doucement de l'actualité, enfin de choses un peu plus récentes. Après Don Calmet, bon, il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu, comment ça s'appelle, Der Vampire au Seinfeld. Enfin, ce sont des nouvelles. Et puis, je crois qu'il y a eu, je pense que je suis dans la bonne chronologie, mais il y a la réunion chez Lord Byron, Une nuit pluvieuse, qui a donné le film de Ken Russell Gothic. Alors je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui l'ont vu, ce film qui paraît pas mal du tout. Enfin, bref. Donc une réunion chez Lord Byron où ils se sont donnés, enfin donc Lord Byron, Percy Shelley et Mary Shelley, et puis le secrétaire de Lord Byron se sont donnés pour but d'écrire une histoire de mort-vivant, de revenant. Et je ne sais pas, ils ont dû un peu picoler ce jour-là, mais ça a donné, Mary Shelley s'est mise sur Frankenstein, et puis est sortie une des premières nouvelles parlant de vampires, qui est celui de Polidori. Oui. Je ne sais pas qui veut en parler un peu plus. Jean ? Alors Polidori, c'était un jeune médecin. Il avait passé sa thèse de médecine à 19 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas à l'époque combien duraient les études de médecine, mais c'est absolument extraordinaire. Enfin, c'était un garçon très intelligent. Et Byron, justement, l'avait employé comme secrétaire pour son voyage en Europe. Parce qu'il fallait qu'il était tellement poursuivi par les scandales qu'il avait dans sa vie privée, qu'il avait été obligé de partir, de se faire un petit peu oublier. Donc il avait quitté la Grande-Bretagne et il avait décidé de voyager en Europe et d'aller jusqu'à Genève. Et pendant tout le voyage, les deux compères, l'employeur et puis l'employé, n'ont pas cessé de se quereller et se détester cordialement, si j'ose dire. Et il y a eu ce fameux pari, donc Byron a loué la villa Diodati à Genève, qu'on peut voir d'ailleurs quand on va à Genève, c'est de l'autre côté du lac. Et finalement, comme vous disiez, seul Mary Shelley est parvenu à faire ce roman, Frankenstein. Byron voulait écrire une histoire de vampire, voulait écrire un roman. Il en a laissé 3 pages, puis il a abandonné.
mais il a donné le canevas du roman, pour une fois réconcilié avec Polidori, il lui a donné le canevas de son roman. Polidori en a eu assez de Byron, et il est reparti en Angleterre, et revenu en Angleterre, il a décidé de reprendre le roman de Byron, en changeant les noms des personnages, c'était quand même la moindre des choses, et c'est donc Le Vampire qui est sorti en 1819. Alors ce qui est assez curieux, c'est que l'éditeur anglais qui a publié Le Vampire de Polidori l'a attribué à Byron, ce qui était assez juste finalement, puisque c'est Byron qui avait eu l'idée première. Mais c'est quand même Polidori qui l'avait rédigé jusqu'au bout. Et malheureusement, alors que Polidori est mort dans la misère, il était accablé de dettes de jeu, il s'est suicidé parce qu'il ne peut plus faire face à ses dettes. Sa nouvelle, le conte qu'il a publié, a eu un succès absolument gigantesque en Europe, et il a inspiré un roman à Méliès, et il a inspiré énormément de pièces de théâtre, et même un opéra, c'est dire. Et c'est donc ce petit récit qui a lancé en Europe la mode du vampire. Et quand on le lit, c'est pas extraordinaire. C'est pas vraiment. Ça fait une trentaine de pages. Voilà, c'est ça, oui. Avec une longue introduction à laquelle il ne se passe rien. Oui, et puis c'est très larmoyant, c'est très. Ok, donc si on continue à remonter le temps, on a Polidori, on peut parler de qui ensuite? Il y a eu pas mal de choses, il y a eu ce que je vois dans mes notes là, il y a eu Dumas qui en a parlé dans l'histoire de la Dame Pâle, Paul Féval, et puis on arrive à Carmilla. Qui veut parler de Carmilla? Ça fait un petit moment que je l'ai eu, donc ça ne va pas être facile. Carmilla, c'était quand même un peu particulier, parce que ce n'est pas un, mais une vampire. Et il faut voir aussi qu'à l'époque, l'homosexualité, et en plus féminine, n'était pas spécialement bien vue. Donc il y a aussi ce rapport entre la jeune fille et cette vampire qui est plus ou moins un certain symbolisme de l'homosexualité féminine. Mais ça reste quand même le personnage du vampire qui vient hanter le personnage humain pendant la nuit, etc. Donc c'était un petit peu différent peut-être des autres textes qu'il y a pu avoir à l'époque. Notamment l'homosexualité. Oui, ça c'était vraiment tabou. Ah oui, c'était absolument. Voilà. À l'époque, on passait directement en prison en Grande-Bretagne. Oui, je ne sais pas si c'était pas enfin, on risquait pas d'avoir la tête coupée. Ah non, quand même pas, mais la prison, oui, Oscar Wilde. Oscar Wilde a été condamné à une lourde peine de prison parce qu'il avait Voilà, donc Carmilla, c'est pareil, hein, c'est pas un très grand texte, c'est on va dire une très très grosse nouvelle. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la littérature du 19e siècle et les origines du vampire, c'est un délire à lire, même Polidori, même s'il n'est pas extraordinaire, c'est quand même une référence et c'est un moyen de bien découvrir un peu les premiers textes qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec la littérature du XXe siècle, et surtout pas celle de Habit, par exemple, ou de Stephen Meyers, que j'ai lu, entre autres, parce que bon, ça fait partie. Maintenant, ça fait partie des références. On aime, on n'aime pas. Bon, ça, c'est notre histoire, mais voilà, donc c'est tout un ensemble de romans, je pense qu'il faut essayer de découvrir. Surtout que c'est assez agréable à lire par rapport au Polidori, Carmilla, ça se lit bien. Oui, ça se lit bien, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé Polidori aussi. Mais parce que j'aime la littérature du 19e en général, donc voilà. On passe à Sa Majesté Dracula. Qui veut en parler? Jean? Non? Il ne faut pas que je monopolise la conversation. Donc Dracula, c'est véritablement le roman qui a
qui amorce un nouveau départ du vampire. Et c'est un roman dont l'auteur n'était pas un écrivain professionnel, hein, il était régisseur de théâtre, Bram Stoker, et depuis des années, il avait envie d'écrire un roman sur le vampire. Donc il s'est énormément documenté à la British Library pour écrire son roman. Et quand le roman est sorti, alors il avait élaboré son roman, mais il ne trouvait pas de nom pour le personnage principal. Et puis, dans un ouvrage, il a vu le nom de Vlad Tsepes, dit Dracula, et ça a fait tilt. Il a dit « Ah, Dracula, ça c'est le nom de mon vampire, ça fait bien, je le prends. » Alors qu'en fait, le Dracula historique n'a jamais bu le sang de qui que ce soit. Il a fait bien autre chose, hein. Il a torturé, il a massacré, il a fait empaler des milliers de personnes, mais ce n'était pas un vampire. Hein. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes parce que lorsque le gouvernement roumain a voulu utiliser cette manne pour le tourisme, parce que évidemment Dracula c'est intéressant, ça rapporte des devises, eh bien l'ennui c'est que Dracula en Roumanie, enfin le Dracula historique, est considéré comme un héros historique parce qu'il a rejeté les Turcs du royaume. Donc il y avait un problème, alors ils ont résolu le problème, c'est qu'ils ont fait des tournées touristiques pour les Roumains, où on voyait les véritables châteaux et endroits où avait vécu le Dracula historique, et puis ils ont fabriqué de toutes pièces des faux châteaux et des fausses... Alors, par exemple, quand vous allez à Bistrița, vous allez à l'auberge de la Couronne d'Or, qui est décrit dans le roman. Or, c'est un établissement ultra-moderne. Moi, j'aurais fait plutôt ça en gothique, mais là, c'est ultra-moderne. Quand vous montez le col de Borgo, où est censé se trouver le château Dracula, il n'y a jamais eu de château à cet endroit. Donc, on a construit un château en béton qu'on appelle l'hôtel Château Dracula. C'est incroyable. Et ça gênait beaucoup. Et alors, l'un des projets du gouvernement de Ceausescu, c'était de faire une espèce de Disneyland du vampirisme. Et heureusement, il y a eu une cabale contre ça, et ça n'a jamais été fait. Surtout qu'ils voulaient le faire près de la ville où est né le véritable Dracula, qui est une ville historique tout à fait charmante. Donc Dracula, ça a été vraiment, pour les Occidentaux, c'est véritablement l'incarnation du vampire. Et je pense, enfin je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais je pense que si le cinéma américain de l'entre-deux-guerres ne s'était pas intéressé au personnage, on ne serait pas là pour en parler. Juste, le personnage de Dracula chez Bram Stoker, alors, je dis peut-être une bêtise, mais je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit une biographie de Bram Stoker. Non, c'est mon ami Alain Pozzuoli. C'est Alain Pozzuoli, d'accord. Il me semblait que le personnage de Dracula du roman était quand même assez largement inspiré d'un des acteurs de l'époque dans le théâtre où travaillait Bram Stoker. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour moi. Oui, alors en fait... un personnage assez charismatique, oui, et impressionnant qui... En fait, le théâtre où travaillait Stoker, c'était le Lyceum Theatre. Et c'était un acteur prodigieux qui le dirigeait et qui, aux yeux de Stoker, avait la figure du père sévère. Il était très dur vis-à-vis de Stoker. Et on peut imaginer que Stoker ait voulu se venger en quelque sorte de son employeur. D'ailleurs, il y a énormément de ressemblances entre cet acteur et le personnage de Dracula. Il est très grand, il a les sourcils très broussailleux. Enfin, quand on voit les photos, on se dit bah oui, il aurait pu jouer dans le rôle de Dracula. Hein, c'est extraordinaire. Et quand Bram Stoker a voulu faire une pièce à partir de son roman, eh bien, il l'a présenté à son employeur qui a dit
c'était affreux, c'est horrible, et qui est parti en claquant la porte. Dracula a fondé a posé les bases de ce qu'est un vampire, enfin de ce qui est devenu un vampire ensuite dans la littérature. On coupe la tête et on plante un pieu dans le cœur, il craint l'ail, il craint la lumière du jour qui le brûle. Il me semble qu'il a un peu mis les différentes. C'est lui qui a posé les grandes caractéristiques du vampire. Oui, parce qu'il faut dire qu'avant Dracula, le problème du vampirisme était traité d'une façon très fantaisiste. Par exemple, dans le conte de Polidori, on apprend que les vampires sont mortels. Ça, c'est totalement au contraire de la légende. Donc il suffit de leur transpercer le cœur avec une épée, ils meurent. Mais, selon Polidori, ils ont la faculté de ressusciter si on les expose à la lumière de la lune. Alors là, c'est une invention totale de la littérature, hein, parce que ça s'est jamais fait, ça n'apparaît jamais dans les récits traditionnels. Donc Carmilla, elle se promène aussi bien de jour que de nuit, sans problème. Elle prend du chocolat le matin au petit déjeuner, ce qui est tout à fait contre-indiqué pour un vampire. Et puis finalement, elle vit au sein d'une famille anglaise de façon tout à fait normale, hein, ce qui est quand même assez difficile pour un vampire qui, lui, ne peut sortir de son cercueil qu'à partir du coucher du soleil. Donc tout ça, c'était totalement fantaisiste, mais c'est parfaitement le droit, hein, mon voisin ne me contredira pas, c'est le droit des auteurs de faire ce qu'ils veulent avec ces croyances. Hein. Mais Stoker, lui, voulait absolument rétablir l'orthodoxie du vampirisme, et cette fois, on le prend très peu en faute, hein, sur ce plan-là. Hein. Il n'y a qu'un seul petit détail, c'est que Dracula se promène l'après-midi dans les rues de Londres. Là, il y a du soleil. Hein. Mais le chocolat l'a affublé de lunettes de soleil. Il y avait peut-être un peu de smog. À l'époque, il y avait du smog. Ensuite, depuis Dracula, il y a eu pas mal de choses, mais rien de vraiment marquant. Je pense qu'on peut peut-être passer directement à Anne Rice, qui a relancé complètement le mythe. Je ne sais pas qui veut parler de Anne Rice. Oui, donc Anne Rice a eu une vision un peu différente dans le sens où elle a humanisé le vampire. Elle lui a donné des sentiments, par exemple, même si ces personnages, que ce soit Louis ou Lestat, qui est quand même la figure, on va dire, emblématique d'Anne Rice, ces vampires ne se promènent pas la journée, voilà. Bon, par contre ils ne dorment pas dans des cercueils. Mais elle les a humanisés, et c'est ce qui a fait un petit peu son succès quelque part, parce que après Stoker, surtout on avait une image assez monstrueuse quand même du vampire qui était un prédateur. Faut bien, c'était ça. Et elle, même si elle a gardé ce côté prédateur, il y a quand même, il y a quand même tout le côté sentiment entre Louis et Lestat, où il y a une relation un peu, on va dire, lui aussi homosexuel. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, il y en a qui le prétendent, d'autres non. Bon, mais quand même une relation un peu ambiguë, mais au moins affectueuse, ça c'est sûr. Il y a aussi le thème de l'enfant vampire avec Claudia, qui lui pose vraiment problème dans le sens où un enfant qui devient immortel devient un monstre, puisqu'il reste tel qu'il est au moment de sa vampirisation. Et c'est vrai que donc ça aussi c'est une image que, à la connaissance, on ne voyait pas de la littérature du 19e. Et c'est vrai que ça a été donc un gros renouveau à ce niveau-là, et ça a donné une nouvelle image.
Et du coup, par la suite, il y a eu quand même d'autres romans qui ont été différents, et surtout même au niveau du cinéma. Et c'est comme ça que petit à petit, on est arrivé à des séries. On peut parler de Buffy, par exemple, où le vampire a ce double aspect, le côté très humain, finalement, et le côté monstrueux qui va tuer, etc. pour se nourrir. Je voudrais ajouter une petite précision sur Anne Rice en particulier. Bon, je suis pas dans sa tête, hein, mais on lui prête qu'elle a démarré d'avoir un entretien avec un vampire, hein, suite justement à la mort de sa fille, C'est ça, ouais. qui avait 5 ou 6 ans quand elle est morte. Et donc le personnage de Claudia est finalement, elle a mis une certaine part de sa fille dans le personnage de Claudia. Et une part de son mari, je crois, dans les stades d'ailleurs, entre parenthèses. C'est ça. Je sais pas qui d'autre, enfin on poursuit sur Anne Rice ou Jean voulait peut-être nous parler de Stéphanie Meyer. Alors j'ai pas lu de Stéphanie Meyer, j'ai juste lu le premier film et Non, mais ça m'a suffi. alors, on va parler de Stéphanie Meyer, hein, qui arrive plutôt au XXIe siècle, on va dire, hein, avec un nouveau visage sur le vampire. Il y a quand même d'autres personnes. Hein. Par exemple, Anita Blake, la série Anita Blake a beaucoup amené aussi. Je pense que c'est plutôt celle-là que je rapprocherai moi à la Beat-It moderne, hein, on va dire. Tout pour dire un Beat-It moderne. Buffy, on peut dire, est très ancrée là-dessus d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser que Buffy, c'est ça qui a amené la Beat-It. Hein. La Beat-It, pour rappel, c'est un terme qui a été créé par Bragelonne, hein, lecture mordante, on va dire. Mais pour après sortir des romans de ce style chez Milady. Mais ça existait bien avant, donc par Hamilton, par exemple, je pense. Il y a aussi La Communauté du Sud aussi, qui est sortie avant, je pense. Voilà, donc il y a toutes des séries comme ça qui sont sorties, qui ont vraiment... c'est Anne Rice qui a fait bouger tout le système, hein, on va dire. Et de là, plein d'écrivains, des autrices, hein, sont apparues. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées sur le sujet suite à ça, d'ailleurs. Hein. Il y a une majorité de femmes qui écrivent sur le vampire, sur la Beat-It, je pense, par rapport aux hommes. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, la Beat-It a vraiment apparu, je dirais, au début des années 90. Et puis l'image du vampire a aussi changé à ce moment-là, parce que c'est devenu la figure de l'amant éternel, quelque part. Donc magnifié, et puis le petit côté dangereux, bad boys qui soi-disant plaît aux femmes, paraît-il. Donc il y a eu aussi cette image qui a un peu changé. Il a été assez édulcoré dans pas mal de romans, justement de la Beat-It. Et puis justement, on va dire que les vampires de Stéphanie Meyer, ils sont mignons. Enfin, même si ils restent quand même dangereux, mais bon, ils sont mignons. Dans le sens où, on entendrait bien le bon Dieu sans confession. Enfin, puis en plus, ils sortent toujours, et ils sont ils sont entre guillemets végétariens, bon, c'est amusant. C'est la première fois que je voyais un film de vampire sans une goutte de sang. C'est étonnant. Oui, alors ça c'est le problème le problème de Twilight, c'est que j'ai l'impression que Twilight tend plutôt à tuer le mythe du vampire. C'est-à-dire que quand vous avez un vampire qui vit le jour et la nuit de même façon sans être incommodé, qui n'a pas besoin de sang humain pour survivre, qui peut engendrer un enfant, puisqu'il a une petite fille à la fin du cycle. Bon, la question qu'on peut se poser, est-ce encore un vampire, hein? C'est tout le problème. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'après, il y a eu vraiment une vogue des vampires, aussi bien au cinéma, dans la littérature, à la télévision, pendant toute la dernière décennie du XXe siècle et la première décennie du XXIe siècle. Et puis après le succès mondial de Twilight, hein, aucun ouvrage n'a eu un succès pareil. Hein. C'est des millions d'exemplaires traduits dans toutes les langues, hein, qui ont été publiés. Eh bien, on remarque que la source d'inspiration a tendance un peu à se tarir. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous prenez par exemple le cinéma, vous avez 9 films de zombies
pour un film de vampire. C'est le zombie qui est en train de prendre le relais, en quelque sorte, du vampire dans l'imaginaire. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que trop c'est trop. Si on fait du vampire un personnage gentillet, à l'eau de rose, eh bien, on perd un petit peu la saveur de la chose. Ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, très intéressant, c'est un roman qui est paru au XXIe siècle, il y a quelques années, qui est Laisse-moi entrer, du Suédois John Almqvist. Almqvist, c'est impossible à prononcer, c'est le nom suédois, où on a une petite fille, une fausse petite fille d'ailleurs, qui a l'âge apparent de 12 ans, qui est très gentille avec son petit copain, hein. Elle est vraiment pleine de prévention, elle adore s'accompagner, tout ça. Donc il y a l'aspect sympathique, mais alors quand elle se met à attaquer une proie, elle devient une véritable bête féroce, quoi. Donc on revient au vampire méchant, hein. Et je connais une autrice française, une jeune autrice française qui me paraît très prometteuse, Morgane Cossarieux, qui a écrit 2 romans où les vampires sont vraiment des êtres épouvantables. D'ailleurs, elle m'avait offert un t-shirt. Les vampires sympas, ça n'existe pas. Je vais quand même préciser alors. Donc, je pense quand même, enfin, ça c'est mon avis personnel, que si Stéphanie Meyer, Stéphanie Meyer, je ne sais pas si c'est elle qui a vraiment fait chuter le vampire, ou si c'est un peu le trop-plein de vampires, justement, à un moment donné, parce qu'on en a sorti des romans de Biclip de tous les côtés, hein. Voilà, des séries, j'en parle pas, des films aussi, et donc à un moment donné, je pense qu'il y avait une baisse naturelle. C'est cyclique, hein. Le zombie, par exemple, on en parle, mais aujourd'hui, je pense que le zombie est en train de baisser, qu'il y a d'autres choses viendront. C'est étonnant parce il me semble qu'il y a beaucoup moins de romans de zombies qu'il n'y a de romans de vampires, et beaucoup plus de films de zombies que de films de vampires. Oui, de films peut-être, mais de séries, il y a quand même pas mal de séries de vampires. De séries de vampires, énormément. Oui, il y en a pas mal. Hein. Donc je pense qu'à l'époque, en tout cas, après Buffy, ça a explosé à la télévision, hein, parce que Buffy a lancé un peu le système. Et donc il y a eu le film avant, bien sûr, hein, mais là c'était devenu... Donc du coup, je pense qu'il y a eu un épuisement aussi naturel par surexploitation du vampire. Et Stéphanie Meyer, personnellement, je n'adhère pas trop à son concept, hein, mais je pense qu'elle a quelque part aussi relancé un peu le truc à sa manière. Alors après, voilà, c'est sûr que c'est loin du thème du vampire. D'ailleurs, moi, le vampire traditionnel comme Dracula et tout ça, il y a des codes très religieux à l'intérieur, dont elle s'est bien débarrassée d'ailleurs, hein, puisque les vampires qui brillent à la lumière, on pourrait dire que c'est même presque l'inverse, c'est presque angélique. Donc voilà, mais ceci dit, voilà, le vampire a une petite faiblesse. Alors maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il est sur une phase stagnante, on va dire. Il y a quelques films qui sortent. Et je conseille effectivement Laisse-moi entrer, c'est un des films qui est sorti qui est très très bon. Le premier. Oui, j'ai pas entendu. C'est américaine. C'est quel film? J'ai pas entendu. Laisse-moi entrer, c'est Morse. D'accord. Il communique par alphabet Morse. Est-ce qu'on peut parler un peu de futur et de science-fiction? Les vampires de l'espace, les Je suis une légende de Matheson, de quoi? Qui veut parler de quoi sur le sujet? Alors moi je veux bien parler brièvement parce que j'ai beaucoup parlé déjà, mais de Matheson, de Je suis une légende, que je considère comme un des chefs-d'œuvre de la littérature vampirique. C'est-à-dire que si quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'il faut lire, hein, quelqu'un qui n'a jamais lu de roman de vampire, qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire Dracula, évidemment, parce que c'est vraiment le paradigme du roman de vampire. Il faut lire Je suis une légende de Matheson, et il faut lire Entretien avec un vampire d'Anne Rice, parce que c'est le roman qui a relancé le personnage. Donc c'est très intéressant. Ce que je regrette un petit peu, c'est que Je suis une légende est un peu oublié par rapport à d'autres romans. Il y a eu 3 films qui en ont été tirés qui sont absolument exécrables, à mon avis. Le premier est pas trop mal. Le premier avec... Oui. Alors, en plus de ça, il y a une trahison dans le film avec Charles Heston
il y a une trahison de l'esprit de Matheson. Matheson était athée. Or, dans le film, on voit le vampire, le seul survivant de l'espèce humaine, qui donne son sang, peut-être pour sauver l'humanité, et qui meurt les bras en croix. Ça rappelle quelqu'un, ça. Je ne sais pas si on peut parler de ça, d'ailleurs je devais passer par mail quand on a préparé cette table ronde, mais finalement, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. C'est l'Eucharistie. D'ailleurs, dans Dracula, il y a une scène où il fait l'Eucharistie à rebours. C'est-à-dire qu'il propose à Mina de devenir vampire en lui prenant son sang. Donc, alors que le Christ donne son sang pour sauver l'humanité, le vampire prend le sang des autres pour mieux les condamner à la damnation. Je cherchais le nom. C'est Vincent Price au premier film de Matheson. Celui-là était pas mal. Enfin, je dis. C'est le moins C'est le moins mauvais. C'est le moins pire. D'accord. Ok. On en a assez peu parlé, mais j'aimerais que Jean Vigne nous parle de ses vampires à lui, et que Nathalie nous parle de ses vampires à elle. Donc, moi je les replace. Alors, comme j'ai expliqué, j'ai déjà parlé de Désolation. Donc, Désolation, c'est dans un futur post-apo. Donc, où les vampires, donc les humains sont confrontés à une catastrophe planétaire. Ils vont vivre sous terre dans les biodomes. Et donc, pour survivre, ils vont devoir, un futur, ça se passe dans le futur, ils vont créer un produit de substitution sanguine qui s'appelle le bioplasma, qui va leur permettre de devenir eux aussi immortels et de résister aux maladies. J'ai voulu un paradoxe avec les vampires. Et le paradoxe, c'est que si les vampires attaquent ces humains avec le bioplasma, ils meurent. D'où le dernier vampire. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de ce dernier vampire qui va partir en chasse de la créatrice de ce produit. Et bien sûr, rien ne va se passer comme il avait prévu, c'est une trilogie. Et voilà, j'ai voulu mettre le vampire dans une position un peu plus difficile, bien que le mot vampire soit immortel aussi, je rassure tout le monde. Voilà, mais comme les humains vont devenir immortels à leur tour et qu'en plus les vampires ne peuvent plus sucer le sang des humains qui sont pourvus du bioplasma, ça les met dans une situation un peu difficile, c'est-à-dire que les humains deviennent finalement les chasseurs et les vampires les chassés. Voilà, ça c'est ma première série. Jace, j'ai voulu mettre les vampires dans un autre contexte, donc moi je vous explique, moi le vampire, au départ, je ne voulais pas écrire dessus, mais forcé de reconnaître que quand j'ai écrit Désolation le dernier vampire, après je l'ai mis un petit peu à toutes les sauces, le vampire, c'est-à-dire que Jace, c'est ni plus ni moins qu'un roman de fantasy où j'ai collé les vampires dedans. Parce que j'ai dit, tiens, j'aime bien mélanger les genres, et c'est vrai que c'est assez peu courant de mélanger de la fantasy avec des vampires. Dans Nea Chronicle, qui est une trilogie, je parle aussi de vampires, mais c'est plutôt en fond. Et pour finir, Givre. Alors Givre c'est particulier, Givre c'est une trilogie aussi. C'est vraiment, je suis revenu à la source. C'est-à-dire le vampire tel qu'on le connaît, des créatures assez malsaines, on va dire. Bien qu'il y a quelques créatures vampiriques qui sont entre les deux. Je suis dans le 20e et le 21e. Et donc l'histoire s'arrange chez le flic qui est au 36 quai des Orfèvres, et qui va être confronté au vampire et qui va devoir lutter avec ça. Voilà. Je fais très court. Nathalie ? Donc, eh bien moi j'ai pas voulu faire des vampires qui soient des créatures surnaturelles. Donc je suis partie d'un principe en me demandant qu'est-ce qui pourrait à la limite modifier un humain pour qu'il devienne un vampire. La seule réponse que j'ai pu trouver, c'est un virus. Donc en réalité, j'ai deux sortes de vampires, des gens qui sont nés ainsi, donc on veut dire une mutation à l'intérieur d'une espèce, qui à la base n'est d'ailleurs pas humaine. Ce sont des humanoïdes d'une civilisation perdue, disparue il y a quelques 10 000 ans. Donc on est dans un contexte encore complètement différent, mais par contre, ils peuvent transformer les humains en leur faisant ingérer du sang. Et donc, c'est un virus qui va transformer les humains en vampires. Ceux-ci vivent le jour, mais ils ont besoin de sang humain pour vivre. Alors, par contre, pas forcément tous les jours. Ils n'en bouffent pas d'élite, ils ne sont pas obligés de tuer les gens, mais c'est loin d'être des anges. Parce que, forcément, quand on a vécu pendant des milliers d'années, qu'on a dû faire face à l'Église, entre autres, à différentes civilisations, ce sont tous des survivants.
Donc il y a une société dans la société, ils vivent vraiment à l'insu des humains et on va dire se battent contre certains. Donc Darkseid entre autres, le fil rouge c'est ça, c'est le premier tome, c'est un peu la confrontation entre les vampires, dont les personnages qu'on voit là, qui en fait ni plus ni moins que le chef des armées vampiriques, face à une secte à la solde de l'église qui est là pour les chasser. Donc il y a des affrontements, il y a aussi du sentiment, parce que lui tombe amoureux lui-même, mais ça reste quelque chose de... Voilà, on reste quand même dans le vampire sanglant et pas toujours très sympathique. Sans doute, c'est à la limite du thriller, donc c'est pareil, c'est un vampire psychopathe, donc qui sévit depuis des siècles, tue des femmes, des hommes, surtout très jeunes, puisqu'il a des tendances un petit peu pédophiles au passage, donc c'est pas un personnage très sympathique qui est donc chassé par les siens. Avec donc le personnage qu'on voit là, qui est sa dernière victime. En fait, il s'en est pas pris à la bonne personne, on va dire. Voilà, donc on est toujours dans cette figure un peu qui finalement ressemble aux humains, mais n'en est pas un du tout par ses manières, sa façon de voir les choses. Voilà, je suis partie du principe qu'on ne peut pas traverser des siècles, voire même des millénaires, sans payer un peu les conséquences psychologiquement. Donc c'est toujours des personnages assez torturés et qui n'hésitent pas à torturer les autres non plus d'ailleurs. Voilà, et puis Kiss Me Deadly, c'est un peu je sais pas comment on peut dire, un roman un petit peu à part, parce que c'était un peu on m'a lancé un peu un défi en fait. C'est une copine qui m'a dit moi j'aimerais bien voir un jour un vampire punk. Et donc, voilà, j'ai fait une recherche sur l'époque, même si moi j'étais déjà ado quand l'époque punk est sortie, mais c'était un petit peu vieux pour moi, donc il a fait que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Et donc j'ai fait un personnage un peu déjanté, avec tous les excès de l'époque, la drogue, la musique, l'alcool, voilà. Et il faut le découvrir, quoi. Merci. Je voulais qu'on vous présente quelques ouvrages avant de partir. Jean-Marie Lys, c'est celui qui me plaît bien. Vous pouvez nous le présenter? Alors celui-là, c'est celui dont je suis le plus fier, parce qu'il est très beau. Je dis ça sans aucune espèce de... Regardez le bien, il est... Il faut dire d'ailleurs que c'est pas moi qui en suis responsable, hein, c'est l'éditeur qui a fait vraiment un très très beau livre. Le problème, c'est que c'est un beau livre, et dans l'édition, les beaux livres sont faits pour ne pas durer. Si bien que ce livre est sorti pour Noël, hein, pour faire des cadeaux de fin d'année, et maintenant il est totalement épuisé. Alors celui-là, le 100% le réveil des vampires, c'est le tout premier, hein, c'est celui qui a eu, il faut dire qu'il a eu un très gros succès, puisqu'il a été traduit en 8 langues, et là je viens de recevoir 3 exemplaires d'une nouvelle édition chinoise. Donc, ça marche très bien. Ça c'est la fascination des vampires, c'est dans la collection 50 questions. Et le problème, c'est que dans cette collection-là, il faut absolument traiter le sujet en 50 questions. Moi, j'avais bien du mal à arriver jusqu'au bout. Alors, j'ai triché un peu. L'introduction, c'est la première question, et la conclusion, c'est la dernière. Comme ça, je suis arrivé à 50, mais j'ai tenu quand même la route. Et puis, Dracula par Prince des Ténèbres, c'est un ouvrage que j'ai fait en collaboration avec Céline Duchesnay, qui est plus particulièrement sur le personnage de Dracula et sur le personnage historique et le roman. Moi, je voulais vous parler de 2 BD. Un Dracula très original, d'un auteur qui s'appelle Hippolyte. Il est magnifique. Alors, je dis original parce que c'est fait en carte à gratter, en fait, à l'intérieur. Les dessins sont faits en carte à gratter. Et ça donne des choses assez étranges, profondément gothiques et sombres.
Voilà, c'est vraiment un ouvrage magnifique. Et puis ce Dracula de Pascal Crossi, dont les dessins sont un peu plus classiques, mais très gothiques également, très colorés, mais avec une caractéristique, moi qui m'a... Je m'en suis pas rendu compte en fait immédiatement, mais après coup, en venant dessus à la relecture, à partir du moment où donc, il prend l'histoire de Dracula, en démarrant par Vlad Tepes, mais à partir du moment où Dracula devient Dracula, c'est-à-dire devient un vampire, il est tout le temps en hors-champ, on ne le voit pas. Et c'est une lecture assez étonnante. Donc voilà, je vous laisse, si vous voulez y jeter un œil à la fin de cette table ronde. Les dessins sont vraiment magnifiques. Donc, et Pascal Crossi a fait plein d'autres choses. Il a fait du Carmilla, il a fait Elisabeth Báthory. Enfin, il s'intéresse beaucoup aux vampires. Voilà, on a fini. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour des questions, si vous avez des questions pour nos invités. Oui. Précédemment, vous avez parlé d'Anita Blake. Vous en pensez quoi plus particulièrement? Bon, personnellement, moi je trouve ça pas mal. C'est mon avis personnel. Je trouve qu'elle a, à son poste, on va dire, elle a renouvelé le genre aussi. Ceci dit, on en parle peu, on parle beaucoup d'Anne Rice, c'est normal, puisque Anne Rice a amené énormément, mais je pense que des femmes comme elle ont amené beaucoup de renouveau aussi chez le vampire. Après, voilà, il faut, comment dire, ça reste de la bitlite de base, quoi. Voilà. C'est assez efficace, c'est fait pour être efficace. Moi, j'ai pas lu toute la collection, parce qu'il y en a pas mal quand même. J'en ai lu quelques-uns, voilà, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Oui. Vous avez peut-être parlé de Bitlit, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme... Bitlit, c'est un terme inventé par Bragelonne apparemment. Je le répète, c'est Bragelonne qui a inventé ce terme-là. Bite literature. Ouais, qui veut dire lecture mordante, tout simplement. Alors, elle est attribuée essentiellement aux vampires, mais pas que. On peut dire que les loups-garous aussi y sont, enfin toutes les créatures y sont un petit peu. C'est vrai que le genre dominant dans la Bitlit est quand même au départ le vampire. On peut dire aussi que, enfin pour moi, pour ma vision, c'est vraiment, ça colle vraiment avec Buffy. Je ne sais pas si vous connaissez Buffy. C'est-à-dire, alors attention, ce que je dis c'est un peu réducteur, parce que c'est pas que ça, mais on va dire, c'est généralement des chasseuses, c'est des femmes déjà, souvent, qui sont des héroïnes, qui sont plutôt dans un milieu, on va dire, de collège, de lycée, enfin étudiants, des jeunes femmes, et qui vont découvrir l'existence de créatures surnaturelles, donc tout genre, et qui vont aller les combattre. Voilà. Au départ, c'est un peu ça. Après, ça s'est élargi beaucoup, la Bitlit. Après, peut-être que tu peux en parler plus que moi. À vrai dire, je ne suis pas une grande lectrice de Bitlit, donc ça va être un peu compliqué. Mais oui, grosso modo, c'est ça. En fait, la Bitlit, c'est un sous-genre de l'urban fantasy. Donc, on part du principe, en général, que les créatures sont connues des humains. Et donc, oui, c'est ça. C'est souvent des jeunes femmes, ou en dessous de 30 ans, on va dire. Parce que bon, maintenant, ça c'est un petit... Enfin, ils ont un peu élargi l'âge de ces jeunes personnes chasseuses, mais en gros, c'est ça. C'est un peu l'image de la femme très libre, guerrière, qui s'en va combattre les créatures du mal. Si vous voulez une série Bitlit, moi j'en conseille une série récente, on va dire. Si par exemple vous découvrez Bitlit, vous allez voir Mathieu Guibé au Chat Noir, qui a écrit Elvira. Et vous verrez, c'est la Bitlit pure et dure, on va dire, un peu revisitée au XXIe, mais qui ressemble étonnamment à Buffy. Bon, ben, je vous remercie. Merci à Jean Vigne, merci à Jean Marigny et merci à Nati d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous, vous étiez nombreux, intéressants et intéressés. Merci.